Chapitre 8. La constante d'équilibre. Lors du chapitre précédent, nous avons déjà déterminé l'expression de la constante d'équilibre. Elle peut être soit faite en fonction des concentrations, si les produits et les réactifs sont aqueux ou gazeux, ou si on a des réactifs et produits uniquement sous forme gazeuse, nous pouvons faire la constante d'équilibre en fonction des pressions partielles. Il faut noter que si jamais il y a des produits ou des réactifs qui sont solides ou liquides, ils sont simplement non utilisés dans l'équation, on les ignore tout simplement. Nous allons ajouter que la constante d'équilibre n'a pas d'unité. Alors dans ce chapitre-ci, nous allons calculer cette constante. Premier exemple, lorsque l'équation suivante est à l'équilibre, on constate les concentrations qui sont ici. Alors on vous demande de calculer la constante d'équilibre. La première étape, c'est de déterminer quelle est l'expression de la constante d'équilibre. Alors, on a toujours les produits, donc le NH3 exposant son coefficient 2, divisé par les réactifs, on a le N2, coefficient 1, donc pas d'exposant, l'exposant 1, et le H2 qui a l'exposant 3 pour son coefficient. Deuxième étape, on va remplacer les concentrations réelles dans notre équation. Donc, on va remplacer le NH3 par sa concentration au carré, la concentration du N2 et la concentration du H2 au cube. Et nous allons tout simplement effectuer l'opération, ce qui nous donne une constante de 0,10446. Et il n'y a pas d'unité de mesure pour la concentration, la constante d'équilibre. Lorsque l'équation suivante est à l'équilibre, on constate que les quantités suivantes sont dans un ballon de 2 litres. On vous demande de calculer la constante d'équilibre. Tous les produits sont gazeux. On peut tout de même passer par la constante des concentrations si on veut éviter d'aller passer par PV est égal à nRT. Alors l'expression de la constante en fonction des concentrations va donc être la concentration du IBR exposant 2 parce que c'est son coefficient, divisé par la concentration du I2 multiplié par la concentration du BR2. On va donc trouver des concentrations. On vous donne dans ce problème un nombre de moles et un volume, étant donné que c'est un gaz. Le gaz occupe tout le volume. Donc, on doit calculer les concentrations de chacun de nos gaz, ce qui est fait à droite dans le tableau. Alors, on va mettre les concentrations dans notre formule. La concentration du IBR au carré, la concentration du I2 et la concentration du BR2. On effectue le calcul et on se retrouve avec une constante de 1,203. À quoi ça sert la constante d'équilibre? Eh bien, elle nous donne une information sur les proportions relatives des produits par rapport aux réactifs lorsqu'on est à l'équilibre dans une réaction. Donc, étant donné que nous avons toujours les produits au numérateur et au dénominateur les réactifs, plus la constante va être grande, plus la proportion des produits est grande par rapport aux réactifs. Donc, lorsqu'on a une constante d'équilibre qui est très grande, beaucoup plus grande que 1, il va y avoir une réaction directe qui est très favorisée par ce type de réaction. Donc, lorsqu'elle arrive à l'équilibre, il y a beaucoup plus de produits que de réactifs. Lorsqu'on a une constante d'équilibre qui est proche de 1, ça veut dire que la proportion des produits par rapport aux réactifs est proche de 1, donc est similaire. Elle est très égale. Donc, on ne favorise ni les produits ni les réactifs lorsqu'on atteint l'équilibre et les concentrations de chacun sont relativement équivalentes à l'équilibre. Par contre, lorsqu'on a une constante d'équilibre qui est beaucoup plus petite que 1, le système favorise grandement la réaction inverse pour trouver un équilibre. Donc, il va y avoir plus de réactifs que de produits à l'équilibre. La relation entre la constante d'équilibre d'une réaction directe et d'une réaction inverse, comment on la détermine? Lorsqu'on a une réaction directe, la constante directe, donc c'est les produits C et D sur les réactifs A et B. Lorsqu'on regarde la constante d'équilibre pour cette même réaction, mais si on la regarde du point de vue inverse, alors là, les produits deviennent les réactifs et les réactifs deviennent les produits. Ce qui fait que A et B vont être les produits en numérateur et C et D vont être les réactifs au dénominateur. Alors, si on veut comparer les deux constantes d'équilibre, la constante d'équilibre de la réaction inverse est égale à l'inverse de la constante d'équilibre directe, donc 1 sur la constante d'équilibre directe. La constante d'équilibre est constante
uniquement à température fixe. Donc, si la température varie, la constante d'équilibre va varier également. C'est normal parce que si on augmente la température, si on a une réaction comme celle-ci qui est exothermique, selon le principe de Le Chatelier, l'équilibre va se déplacer, dans ce cas-ci, si j'augmente la température, vers les réactifs. Donc, si la quantité des réactifs et de produits varie, la constante varie aussi, parce que la constante nous donne l'information sur les proportions de produits par rapport aux réactifs. Alors, si on déplace l'équilibre, la constante d'équilibre va être déplacée également. Dans ce cas-ci, la constante va diminuer parce qu'il va y avoir une augmentation de réactifs par rapport aux produits. Donc, KC va être plus petit. On favorise les réactifs. Quelle est l'influence des nouvelles conditions de température sur la valeur de la constante d'équilibre? Si j'ai une réaction qui est exothermique, si j'augmente la température, la réaction inverse va être favorisée. Donc, si j'ai plus de réactifs qu'initialement et j'ai moins de produits qu'initialement, la constante va diminuer. Toujours vous référez à votre équation où les produits sont divisés par les réactifs. Si par contre la température baisse dans une réaction qui est exothermique, c'est la réaction directe qui va être favorisée. Donc je vais avoir une augmentation des produits puis une diminution des réactifs. La constante va donc augmenter parce que je vais avoir plus de produits divisés par une plus petite quantité de réactifs. Et c'est l'inverse pour une réaction qui est endothermique, bien entendu, parce que lorsque j'hausse ou je baisse la température, ce sont les réactions inverses qui vont se faire par rapport à une réaction exothermique. Quel calcul on peut faire maintenant à partir de ça? Mais on peut calculer la concentration d'un des réactifs ou produits lorsqu'on connaît la constante d'équilibre en fonction des concentrations et les autres concentrations à l'équilibre. Premier exemple, si la valeur de Kc est de 1 fois 10 à la 2, il n'y a pas d'unité de mesure parce que la constante d'équilibre n'a jamais d'unité de mesure. Quelle est la concentration à l'équilibre du SO3 si j'ai un ballon de 2 litres avec 2,4 fois 10 à la moins 2 mol de SO2 et 4,8 fois 10 à la moins 2 mol de O2? On a l'équation qui est en avant de nous, tout est gazeux. Alors, on va en premier déterminer quelle est l'équation de la constante d'équilibre. Alors, on a les produits exposant leur coefficient divisé par les réactifs exposant leur coefficient. On va isoler ce que je cherche. Dans ce cas-ci, je cherche la concentration du SO3 à l'équilibre. Alors, je vais prendre les concentrations des autres réactifs que j'ai et la constante et je vais l'isoler dans l'équation. Il me reste maintenant à calculer les concentrations de chacun de mes réactifs ou produits. Le SO2, on divise par 2 litres parce qu'on est dans un ballon de 2 litres. Même chose pour le O2 pour avoir les concentrations. Et on met les chiffres dans la formule, ce qui nous donne une concentration de SO3 à l'équilibre de 1,9 fois 10 à la moins 2 mol par litre. Régulièrement, il arrive qu'on doive calculer des variations de concentration à partir de concentration initiale jusqu'à l'atteinte de l'état d'équilibre. Par exemple, on met une certaine quantité de réactifs et de produits. On veut prévoir quelle sera la quantité de réactifs ou de produits lorsque l'équilibre est atteint. À ce moment-là, on va utiliser un tableau initial, variation, équilibre, IVE. Ça s'avère très utile pour faire le suivi de la réaction. Très important, les variations de concentration doivent toujours respecter les proportions stoichiométriques. Très, très important. Donc, si je double la concentration dans ce cas-ci du NO, bien, la concentration du O2 ne va pas doubler, elle va être une fois plus grande seulement. Alors, dans le tableau que vous avez ici, vous avez les concentrations initiales, la variation qui est proportionnelle au coefficient stoichiométrique et à l'équilibre, on va voir une opération qu'on va devoir faire entre ce qu'on avait initialement et à l'équilibre. Voyons voir avec un exemple. Premier exemple, donc on place à une certaine température 10 mol d'oxyde d'azote et 8 mol de dioxygène dans un ballon de 2 litres. Après un certain temps, on obtient l'équilibre de la réaction. Une fois l'équilibre atteint, il ne reste plus que 4 mol de dioxygène. On veut maintenant savoir quelle est la constante d'équilibre. Alors le principe, c'est qu'on a besoin pour avoir la constante d'équilibre de toutes les concentrations de chacun des réactifs et des produits à l'équilibre. Voyons voir comment on va faire ça.
La première étape, c'est sortir les données. Alors, on a sorti ce qu'on avait de possible, des données initiales, le NO2 initial, le NO initial et la quantité de O2 initial. Et on nous donne aussi à l'équilibre quelle est la quantité de O2. On a un certain volume et on cherche Kc. Avec les quantités, le nombre de moles qu'on a, on peut calculer les concentrations initiales de chacun de nos réactifs et produits. Donc le NO2 initial, on n'en a pas. Le NO initial, on a 5 moles par litre. Et le O2 initial, 4 moles par litre. À la fin, à l'équilibre, on retrouve 2 moles par litre. On va rentrer ça dans un tableau initial, variation, équilibre. Alors, voyons voir avec les données dans le tableau. Nous avons donc les concentrations initiales de NO et de O2 et il n'y a pas de produit. La réaction se fait jusqu'à l'équilibre et on nous dit dans le problème qu'à l'équilibre, il y a 2 moles par litre de O2. Remplissons notre tableau. Alors, en premier, on peut calculer la variation de concentration connue. Alors, normalement, quand on calcule une variation, c'est de finale moins initiale. Par contre, ce n'est pas une concentration finale qu'on a ici, c'est une concentration à l'équilibre. Donc, on va calculer la concentration à l'équilibre moins la concentration initiale, donc 2 moles par litre moins 4 moles par litre, ce qui nous fait moins 2 moles par litre, c'est la variation de concentration. Une fois qu'on a la variation de concentration d'un des réactifs ou produits, on sait que la variation de concentration des autres produits et réactifs va être proportionnelle au coefficient stoichiométrique. Donc, les ΔT, étant donné qu'ils sont toujours proportionnels, les réactifs, donc, vont varier de 4 moles par litre, tandis que les produits vont varier eux aussi de 4 moles par litre. Par contre, étant donné que les réactifs se transforment et que les produits sont produits, donc apparaissent, la variation est négative pour les réactifs et la variation est positive pour les produits. On a donc moins 4 moles par litre de NO et plus 4 moles par litre qui vont apparaître de NO2. Ensuite, il nous reste à calculer les concentrations à l'équilibre en appliquant la variation de concentration aux concentrations initiales. Donc, si on avait 5 moles par litre de NO moins 4 moles par litre qui se sont transformés, on retrouve à l'équilibre 1 mol par litre de NO. Même chose pour le NO2, on n'en avait pas au début, puis on est produit 4 moles par litre, donc à l'équilibre, on a 4 moles par litre. Le problème n'est pas fini, l'objectif étant de calculer la constante d'équilibre. À partir du tableau, nous allons déterminer la constante d'équilibre. Alors en premier, il faut définir quelle est l'expression de cette constante. Alors toujours l'expression de la constante, les produits exposant le coefficient divisé par les réactifs exposant leur coefficient. Alors on va mettre les chiffres dans notre formule. On a 4 moles par litre de NO2 au carré, divisé par 1 mol par litre au carré, fois 2 mol par litre au carré, ce qui nous donne une constante d'équilibre de 8 et il n'y a pas d'unité à la constante d'équilibre. Deuxième exemple, à 1100 Kelvin, la constante d'équilibre de la réaction suivante est de 25. On met 2 moles de dihydrogène et 3 moles de d'iode dans un récipient d'1 litre. On veut savoir quelle est la concentration de chaque substance quand la réaction va atteindre son équilibre à 1100 Kelvin. On a donc notre équation qui est ici, nos données, donc on a les concentrations initiales de tous nos réactifs et produits et on a la constante d'équilibre. Nous allons remplir un tableau. Alors nous savons qu'initialement, on a 2 moles par litre de H2, 3 de I2 et aucune de HI. L'autre donnée que nous avons, c'est la constante. Donc on va passer par un autre chemin pour aller déterminer quelles sont les concentrations. Alors, comment on va faire? Nous allons passer par l'algèbre. Voyons voir en détail ce que ça donne. Alors, comment expliquons-nous les données qui sont à l'intérieur de ce graphique? Eh bien, on sait que la variation de concentration, elle est proportionnelle au coefficient. Donc, si on détermine qu'un coefficient 1 est une variation de x, donc le H2 et le I2 diminuent de concentration d'une quantité x, et le HI, étant donné qu'il a un coefficient de 2, sa variation va être de plus 2x. Alors, à l'équilibre, on va avoir la quantité initiale pour le H2 qui était 2, moins la variation, donc 2 moins x.
Au niveau du I2, la variation va être de 3 moins x et le HI, on va retrouver à la fin 2x. À partir de la constante d'équilibre, on va pouvoir utiliser cette variable-là, x, pour trouver la valeur de chacune des concentrations à l'équilibre. Alors, on sait que la constante d'équilibre, ce sont les produits exposant leur ordre divisé par la concentration des réactifs à leur ordre à l'équilibre. Alors, on va rentrer nos variables à l'intérieur. La constante étant de 25, on sait que on a 2x de HI, c'est au carré parce qu'il y a un coefficient de 2, 2 moins x de H2 et 3 moins x de I2. S'il n'y a qu'une seule variable, donc ce qui nous reste seulement, c'est à isoler cette variable. C'est une équation de deuxième degré. Donc vous avez à réviser vos mathématiques. Si ici c'est un peu difficile, vous avez les opérations en détail, vous pourrez les étudier au besoin. Alors on retrouve deux possibilités pour x avec notre équation de deuxième degré, soit 4,29 ou 1,67. On doit rejeter un des deux chiffres. Alors, avec la logique, comment on fait pour rejeter un chiffre? Eh bien, on sait qu'une concentration à l'équilibre ne pourra pas être négative. Donc, si on prend 4,29, ça nous donnerait une concentration négative pour le I2. Si on fait 3 moins 4,29, même chose pour le H2. Donc, on doit le rejeter. C'est donc que notre variable x est de 1,67. Tout ce qui nous reste à faire, c'est remplacer le chiffre avec ce qu'on a dans le donné. Donc, on sait qu'à l'équilibre, on a 2 moins x pour le H2, donc 2 moins 1,67. On a une concentration de 0,33 mol par litre. Même chose pour le I2, 3 moins x, 1,33 mol par litre. Et 2x, 3,34 mol par litre pour le HI à l'équilibre. Donc, la réponse du numéro, ce sont les trois concentrations à l'équilibre qu'on trouve algébriquement avec une équation de deuxième degré.